Bon, aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Howard Phillips Lovecraft. C'est une figure vraiment incontournable de l'horreur du XXe siècle. On le compare souvent à Edgar Allan Poe. Oui, tout à fait. Et pour cette exploration, on se base sur des extraits d'un article encyclopédique assez détaillé. Voilà. L'idée, c'est de distiller un peu l'essentiel de sa vie, ses grandes idées, comme le cosmicisme, et puis son héritage, qui est, on peut le dire, assez ambivalent. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un auteur vraiment majeur, mais l'homme derrière, il a des facettes plus troublantes. Ok, déballons ça. Alors, pour poser les bases, H.P. Lovecraft, né en 1890, mort en 1937 à Providence, Rhode Island, il a écrit des nouvelles, de la poésie, des essais. Surtout connu pour l'horreur Lovecraftienne, la weird fiction. Exactement, ce mélange d'horreur, de SF, de fantastique un peu étrange, et la science-fiction aussi. Et le point crucial, c'est qu'il était quasiment inconnu de son vivant. Ah oui. Oui, publié principalement dans des magazines pulp. Tu sais, ces publications populaires très bon marché. D'accord. Et sa jeunesse, apparemment, elle n'a pas été simple. Non, loin de là. Son père a été interné, probablement pour syphilis. Il meurt assez tôt. Sa mère, elle, est décrite comme surprotectrice. Mais c'est son grand-père, Whipple Phillips, qui a joué un rôle clé. Oui, c'est lui qui l'initie à la littérature classique, aux contes un peu étranges. Lovecraft, c'est un enfant très précoce, intellectuellement, Mais fragile. très fragile, sujet à des états qu'on décrirait aujourd'hui comme quasi dépressifs. Sa scolarité a été intermittente, chaotique. Et il y a cette histoire de cauchemar d'enfance, les Night Gaunt. Ça a vraiment marqué son œuvre, non? Ah oui, carrément. Il en parle lui-même. Ces créatures cauchemardesques, elles ont directement nourri son imaginaire. C'est fascinant de voir ce lien direct. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Et toutes ces épreuves, cette fragilité, ça infuse sa philosophie, son fameux cosmicisme. Le cosmicisme, explique-nous un peu. En gros, c'est l'idée que l'humanité est totalement insignifiante. Une poussière dans un cosmos immense, mécanique, froid, et surtout complètement indifférent à notre sort. C'est une vision assez sombre. Très sombre. Et ce qui est fascinant ici, c'est comment il utilise la science de son époque. L'astronomie, la découverte de l'immensité de l'univers, la géométrie non euclidienne qui bouscule notre perception de l'espace. Il utilise ça pour faire peur, en fait. Exactement. L'horreur ne vient plus du surnaturel classique, des fantômes ou des démons, mais de la réalité scientifique elle-même, qui nous révèle notre propre petitesse. C'est ça, l'horreur cosmique. On retrouve ça dans ses récits les plus connus, j'imagine, hein. Tout à fait. Dans L'Appel de Cthulhu, par exemple, avec le thème de la connaissance interdite, celle qui rend fou. Ou son intérêt pour le déclin des civilisations, influencé par Oswald Spengler. Et il crée tout un univers pour ça. Arkham, Innsmouth, le Lovecraft Country. C'est ça, un décor fictif mais très ancré en Nouvelle-Angleterre qui devient la scène de cette angoisse existentielle. Cette idée d'horreur scientifique, cosmique, c'est vraiment puissant. Parlons un peu de l'homme derrière tout ça. Son parcours après la jeunesse. Alors il y a eu cette période à New York, après son mariage avec Sonia Green. Il fréquente le Calem Club, un cercle d'écrivains amateurs. Mais ça ne se passe pas très bien, New York à Misog. Non, pas vraiment. Il a de grosses difficultés financières et surtout il développe une aversion très forte pour la population immigrée de la ville. Ça se ressent dans ses écrits comme Horreur à Red Hook. Oui, très clairement. C'est une nouvelle assez explicite là-dessus. Finalement, il retourne vivre à Providence chez ses tantes. Et il y a cette correspondance absolument démente, on parle de 100 000 lettres. C'est presque inimaginable. Ah oui, l'estimation est énorme. C'était un épistolier compulsif. Ces lettres sont une source incroyable pour comprendre l'homme, ses amitiés, comme avec Robert E. Howard, le créateur de Conan. Le fameux cercle Lovecraft. Exactement. Mais ces lettres révèlent aussi ses opinions personnelles. Et là, c'est plus complexe. Abordons ça, en restant neutre, bien sûr. On rapporte ce que disent les sources. Voilà. D'abord, il était athée, très tôt, et très convaincu. Politiquement, c'est intéressant, il a évolué. Ah ouais. D'abord très conservateur, traditionnaliste. Puis, après la Grande Dépression, qui l'a beaucoup marqué, il s'est tourné vers une forme de socialisme, pas marxiste, plutôt une sorte d'élitisme intellectuel. Il a soutenu Roosevelt, c'est ça, hein? Oui, sa position sur Hitler au début était nuancée, disant. Il sembla distinguer la culture allemande de l'idéologie nazie, mais il a fini par rejeter fermement le régime face aux persécutions. Et puis il y a le sujet le plus difficile,
Ses opinions raciales. Oui. Si l'on rattache ceci à une vision d'ensemble, c'est l'aspect le plus sombre. Les sources sont claires. C'était un suprémaciste blanc, Vraiment. convaincu, avec une idéalisation particulière des anglo-saxons. Son racisme, sa xénophobie sont explicites dans ses lettres, mais aussi dans certaines nouvelles comme Le cauchemar d'Innsmouth. C'est très perturbant, ce contraste entre le créateur et ses idées. Tout à fait. Vers la fin de sa vie, apparemment, ses vues se seraient un peu modifiées, penchant plus vers une idée de préservation culturelle que de supériorité raciale pure. Mais bon, les préjugés de base restaient très présents. Ce paradoxe se retrouve dans son héritage, finalement, quasiment inconnu de son vivant, et puis une reconnaissance énorme après sa mort, surtout à partir des années 70. Comment ça s'explique, ça? En grande partie grâce au travail de passionnés. Auguste Derleth, notamment, et sa maison d'édition Arkham House. Arkham House, oui. C'est eux qui ont sauvé son œuvre de l'oubli. En grande partie, oui. Ils ont rassemblé ces textes épars, les ont publiés, et ont aussi, en quelque sorte, organisé ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu. Mais cette organisation par Derleth, elle fait débat, non? Certains disent qu'il a un peu trahi l'esprit de Lovecraft. C'est vrai. Le rôle de Derleth est discuté. Certains lui reprochent d'avoir introduit une lutte bien contre mal qui n'était pas forcément chez Lovecraft, dont l'univers est plus amoral, indifférent. D'accord. Mais, malgré ces débats, son travail a été crucial. Sans Arkham House, beaucoup de textes seraient peut-être perdus. Et l'impact culturel aujourd'hui, il est immense. Oui, on le voit partout. Chez des auteurs comme Stephen King. Stephen King, bien sûr, des cinéastes, Carpenter, Guillermo del Toro, la musique aussi. Rock psychédélique, heavy metal, Metallica a fait des chansons directement inspirées. C'est vrai. Et les jeux, évidemment, le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, les jeux de plateau comme Horreur à Arkham. Exactement. Et toute cette influence pose la question de cet héritage complexe. Surtout avec la controverse autour du trophée du World Fantasy Award Ah oui, le buste de Lovecraft qui a été retiré. en 2015, justement à cause de son racisme. Cela soulève une question importante. Pourtant, malgré ça, il est entré dans le canon littéraire. Publié dans des collections prestigieuses comme la Library of America, Penguin Classics, il y a même des Lovecraft Studies maintenant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Comment on résume Lovecraft, hein? C'est le maître incontesté de l'horreur cosmique, un créateur d'univers incroyable, Absolument. un visionnaire unique. Mais impossible d'occulter l'homme, hein, avec ses opinions profondément dérangeantes. C'est toute la complexité. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour la réflexion. Savoir tout ça, connaître les opinions de l'auteur, surtout des opinions aussi problématiques, est-ce que ça change notre lecture, notre réception de ses œuvres? Hmm. Surtout quand ces œuvres parlent de notre insignificance face à l'univers, comment cette philosophie du cosmicisme dialogue ou peut-être entre en tension avec les propres préjugés de celui qui l'a formulée? Hmm. C'est une question qui reste ouverte, je crois.